Deuxième partie de ce cours consacré à la neurobiologie des conduites suicidaires, cours pour les internes de psychiatrie de première année. Et nous allons voir ici les études pharmacologiques et biochimiques et très brièvement les études cellulaires. Je n'ai pas de lien d'intérêt à ce jour qui pourrait influer sur mon enseignement. Alors, je voudrais commencer par des études menées chez l'animal non humain, à savoir le macaque rhésus, qui est un petit singe qui a été beaucoup étudié par un groupe américain dans des conditions semi-naturelles, c'est-à-dire élevés non pas en cage ou dans des zoos, mais dans des grands parcs où ils étaient observés. Alors, c'est une sélection d'articles. Il y a eu beaucoup de travaux publiés, mais vous allez voir, c'est très très intéressant, notamment dans cette idée que, comme on l'a vu la dernière fois, il pourrait y avoir des endophénotypes, des traits qui sont associés aux conduites suicidaires chez l'être humain, mais même si il n'y a pas beaucoup d'arguments pour penser que les animaux puissent se suicider réellement, suivant notre définition d'une intention de mourir. En tout cas, il y a certains de ces endophénotypes qui sont très largement retrouvés euh, chez l'animal. Et un de ces résultats, ça a été l'association avec la sérotonine dont on va parler ensuite. Et notamment les études qui ont porté sur le taux de 5-HIAA, qui est le principal métabolite de la sérotonine et qu'on peut mesurer dans le liquide céphalorachidien. Alors, un premier point intéressant, c'est qu'il a été montré chez le rhésus, le macaque rhésus, qu'il existe des différences interindividuelles et que ces différences restent relativement stables. Donc les taux, si vous voulez, de 5-HIA fluctuent, notamment en fonction des conditions, mais ils fluctuent toujours de la même manière d'un individu à l'autre, et donc les différences persistent. Donc on a ici quelque chose qui est de l'ordre d'un trait biologique persistant, notamment à l'âge adulte. Un taux bas de 5-HIA a été associé à une plus grande mortalité. Donc les individus macaques, rhésus, avec un taux bas de 5-HIA ont plus de chances au long cours, ont plus de risques au long cours de mourir précocement. Un autre résultat, ça a été de la mise en évidence d'une corrélation négative entre le taux de 5-HIA et un certain nombre de traits, notamment l'agression, tendance à l'agression, mais pas ce qui est de l'agression compétitive pour le statut social, mais l'agression violente, l'impulsivité et la prise de risque. Autrement dit, plus le taux de 5-HIA était abaissé dans le liquide céphalorachidien, plus les individus étaient agressifs, violents, impulsifs et prenaient beaucoup de risques. La corrélation, par contre, était positive avec le statut social. C'est-à-dire que ceux qui avaient un taux de 5-HIA élevé avaient un statut social plus élevé, et donc ceux qui avaient un taux de 5-HIA abaissé avaient tendance à avoir un statut social plus faible. De la même manière, ceux qui avaient un taux de 5-HIA abaissé avaient tendance à avoir un niveau de sociabilité, qui était mesuré de différentes manières comportementales, niveau de sociabilité plus faible. Ils avaient également plus de troubles du sommeil et des perturbations de l'activité diurne. Et par ailleurs, ce taux de 5-HIA était associé à une interaction, on a déjà vu l'interaction au cours précédent, une interaction entre un analogue de cette variation génétique dont on a parlé, le 5-HTT-LPR humain, et des événements précoces. Donc ce qui conduisait à un taux bas de 5-HIA, c'était certains variants ou certains génotypes du 5-HTT-LPR, de ce variant, et des événements précoces, notamment d'avoir été séparés de leur mère à la naissance. Alors vous voyez que ce taux de 5-HIA, finalement, il est sous double contrôle d'environnemental précoce et génétique, et il est associé à un certain nombre de traits qui sont très très pertinents pour les conduites suicidaires, même si, encore une fois, on n'a jamais observé de conduite suicidaire chez ces animaux. Mais un taux bas de 5-HIA, c'est associé à des troubles du sommeil, à des problèmes dans les relations sociales,
et a eu des traits comme l'agressivité, la violence, l'impulsivité et la prise de risque. On parlera de la prise de décision au cours suivant. Et aussi à une mortalité plus grande. C'est vraiment tout à fait impressionnant. Alors, petit rappel sur le système sérotoninergique, hein, c'est, comme vous le savez, les neurones sérotoninergiques centraux viennent des noyaux du raphé, dans le tronc cérébral. C'est finalement un tout petit nombre de neurones qui vont euh, se disperser comme ça dans tout le cerveau, que ce soit le cortex, mais aussi le cervelet ou les noyaux profonds du cerveau. Et donc ce petit nombre va finement réguler l'ensemble de l'activité du cerveau. Alors petit rappel également, c'est que la grande majorité de la sérotonine dans notre corps se trouve dans le tube digestif. Alors cette sérotonine, elle va se fixer sur un grand nombre de récepteurs différents, hein. Il y a au moins 13 récepteurs membraneurs connus à ce jour. Et puis au vu de l'anatomie du système sérotoninergique, on n'est pas surpris de voir que ça agit sur un grand nombre de fonctions, que ce soit l'humeur, l'anxiété, les interactions sociales, le sommeil, l'appétit, la mémoire et l'apprentissage, le contrôle de la douleur et des comportements sexuels. C'est finalement un neuromédiateur qui est très largement impliqué dans le contrôle. Alors la sérotonine a été associée à un risque augmenté de tentatives de suicide et de suicide. C'est vraiment quasiment le tout début de la neurobiologie du suicide dans les années 70 avec cette étude très connue de Mary Osberg et collègues euh, réalisée au Karolinska Institute à Stockholm. Donc ils étudiaient la sérotonine en fait dans la dépression en mesurant donc ce 5-HIA dans le liquide céphalorachidien. Et ils ont constaté que chez les patients déprimés, on pouvait trouver une distribution bimodale, c'est-à-dire avec des gens qui avaient un taux bas de 5-HIA et d'autres qui avaient un taux plus élevé de 5-HIA, ce que vous voyez sur le graphique. Et puis, ils ont eu la curiosité et l'intérêt, ils ont observé que finalement, ceux qui avaient les taux bas de 5-HIA, c'est aussi ceux qui avaient réalisé les tentatives de suicide violentes. Rappelez-vous, on a parlé de ces gestes violents qui ont des particularités, qui sont plus proches des suicides aboutis. D'ailleurs, les gens qui meurent de suicide plus souvent utilisaient des moyens violents. Euh, et ils ont également observé que quand on suivait ces patients, eh bien, ceux qui allaient mourir de suicide étaient aussi ceux qui avaient eu une mesure basse de 5-HIA dans le liquide céphalorachidien. Donc c'est vraiment le début de la neurobiologie du suicide et la mise en évidence d'un lien avec la sérotonine. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le lien entre la sérotonine et les conduites suicidaires est bien plus élevé, bien plus fort que le lien entre sérotonine et dépression en général. Alors il y a eu beaucoup d'études menées, je vous montre ici les résultats euh, de 3 méta-analyses conduites par un groupe français, le premier auteur est Nicolas Hurtel. Revue de la littérature qui met en évidence 30 études, 937 suicidants, plus de 1000 non-suicidants. Ils ont mesuré les, les taux de 5-HIA, qui est le principal métabolique donc, de la sérotonine dans le LCR, mais aussi de HVA, qui est le principal métabolite de la dopamine, et du MHPG, qui est le métabolite de la noradrénaline. Et ils trouvent un taux bas dans le liquide céphalorachidien pour le 5-HIA chez les suicidants, également un taux bas de HVA, donc reflétant l'activité dopaminergique, mais pas de MHPG, qui est le graphique en bas à droite. Vous voyez qu'il y a aussi moins d'études. Alors peut-être que ceci explique cela. Donc, une association entre l'activité sérotoninergique et aussi dopaminergique, mais pas noradrénergique, et les tentatives de suicide. Alors, un deuxième système biochimique qui semble perturber chez les personnes qui font un risque suicidaire, c'est le système HPA, le système hypothalamo-hypophysaire, qui conduit à la sécrétion de cortisol.
Et je vous montre ici une revue de la littérature publiée en 2020 qui a fait le point sur cette question. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu finalement trois types d'études. Le premier, ce sont les études de freination ou de freinage de la sécrétion de cortisol après dexaméthasone. C'est un test très connu, vous donnez de la dexaméthasone le matin et vous mesurez la sécrétion de cortisol le lendemain. Dexaméthasone étant un corticoïde, ça doit, par un système de feedback négatif, freiner la sécrétion de cortisol. Ce qu'on a montré, c'est que les personnes qui ont fait les... Alors, moins finalement ceux qui ont fait les tentatives de suicide que ceux qui vont finir par se suicider dans les études longitudinales, ont un déficit de cette freination. Le système ne se freine pas correctement. Donc il est comme s'il était mal régulé finalement. Le deuxième point, ou le deuxième type d'étude, c'est l'étude des fluctuations nictémérales naturelles du cortisol. Vous savez, il y a une sécrétion de cortisol qui augmente le matin puis qui diminue dans la journée. Et là, les études sont assez discordantes. Mais Henry O'Connor, qui est un chercheur dont on a déjà parlé, psychologue écossais, a publié une étude où il met en évidence qu'en fait, il y a un effet de l'âge. C'est très très étonnant, mais il semblerait qu'il y ait un hypercortisolisme pour les gens plutôt jeunes. Alors dans son étude, le cut-off était à 40 ans, mais un hypocortisolisme chez les personnes de plus de 40 ans. Alors, ce qui fait comme hypothèse, c'est que finalement il y a un système qui est hyperactif, mais qui finit par s'épuiser. Donc c'est un trait finalement qui est présent depuis très longtemps et qui finit par s'épuiser avec l'âge et qui conduit finalement au résultat inverse, c'est-à-dire un système qui n'est pas très performant sur le plan du relargage du cortisol. Et puis le troisième type d'études dont il parle, sont des études en laboratoire, comme on dit, c'est-à-dire on regarde la réponse cortisolique à un stress social. Donc il y a des méthodes qui sont utilisées pour créer une situation de stress social, des formes de stress qui induit finalement le plus de décharge cortisolique, stresse beaucoup par définition. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement une baisse de la réponse chez les suicidants et aussi chez les apparentés de suicider. Comme si le système, là aussi, ne fonctionnait pas normalement. Alors ils évoquent différents mécanismes médiateurs, c'est-à-dire entre la sécrétion de cortisol euh, et, euh, et les conduites suicidaires, notamment les traumas précoces qui pourraient moduler cette activité. On a déjà vu l'association, rappelez-vous, entre maltraitance dans l'enfance et système cortisolique. Des facteurs familiaux, l'histoire familiale, et là aussi avec une transmission des modalités de réponse de ce système HPA. Les troubles du sommeil, qui pourraient très largement influencer le système du cortisol et certaines fonctions cognitives. Alors, ces deux grandes altérations biochimiques, que sont les dysfonctionnements du système sérotoninergique et du système hypothalamo-hypophysaire, ont fait l'objet d'études longitudinales. Et dans cette méta-analyse, publiée en 2006, il a été montré qu'un TOBA de 5-HIA et un test anormal à la dexaméthasone avec une absence de freination sont tous les deux associés à un risque augmenté de suicide ultérieur. Vous voyez que les odds ratios sont de l'ordre de 4,5 dans les deux cas. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études. Là, cette revue s'est par ailleurs totalement focalisée sur les patients qui souffrent de troubles de l'humeur, donc on n'a pas de certitude que ce soit la même chose dans d'autres pathologies. Et vous voyez dans le tableau en dessous les résultats de sensibilité, de spécificité et de valeurs prédictives positives. Si vous regardez cette dernière mesure, eh bien, pour le test à la dexaméthasone, eh bien, un test positif dans le sens où il n'y a pas de suppression du relargage de cortisol, eh bien, on a une valeur prédictive positive de 9,5%. C'est pas énorme, mais ça monte à 15% pour le test au 5-HIA, enfin un TOBA de 5-HIA, puis surtout ça monte à 23% si on associe les deux.
et à 33% s'il y a une histoire passée de tentative de suicide. Vous voyez, ça fait partie de ces mesures qui sont pour l'instant très faiblement prédictives, mais qui ont quand même une valeur prédictive assez intéressante, hein, par ailleurs, par rapport à d'autres variables cliniques, et qui pourraient être pertinentes si elles sont combinées à d'autres variables. Vous voyez que là, juste combiner trois mesures, deux mesures biologiques et une mesure euh, clinique, biographique, permet d'avoir une valeur prédictive positive quand même très très importante, 33%. C'est pas majeur, mais c'est quand même bien augmenté. Un autre mécanisme, d'autres processus qui ont fait l'objet de pas mal d'études récemment, ce sont les processus inflammatoires qui seraient donc associés à un risque suicidaire augmenté. Alors évidemment, l'inflammation, ça excite beaucoup de monde en psychiatrie en ce moment. On retrouve une inflammation de bas grade dans différentes pathologies mentales. Euh, et c'est finalement pas tellement surprenant si on a une vision assez holistique des choses, puisque l'inflammation, ça n'est pas simplement une réponse à une infection, par exemple, ou un traumatisme, mais on peut imaginer que ce soit une réponse également à différents traumatismes et stress, donc dans une vision très très globale. Alors c'est ce que suggèrent plusieurs études et même récemment des méta-analyses. Par exemple, une première méta-analyse de 21 études observationnelles sur plus de 7000 sujets montre une association significative entre un taux élevé de CRP et à la fois les idées et les tentatives de suicide. Donc on trouve cette association même en comparaison de patients qui souffrent par exemple de dépression mais qui n'ont ni idée suicidaire ni tentative de suicide. Donc c'est une association avec ces phénotypes suicidaires. Dans une autre méta-analyse de 9 études, on trouvait une association significative avec l'interleukine 6, alors dans une association qui est un peu complexe puisque c'est un taux bas dans le plasma, un taux élevé dans le sérum et pas de différence pour ce qui est du liquide céphalorachidien. Alors il y a eu d'autres études avec d'autres cytokines, à la fois périphériques, mesurées dans le sang, et, euh, et centrales, alors ou mesurées dans le liquide céphalorachidien, ou aussi retrouvées dans des études post-mortem, on va y revenir dans un instant. Et puis il y a aussi des arguments pour une microgliose cérébrale, donc une prolifération de la microglie, qui sont des cellules qui sont activées lorsqu'il y a une inflammation. Alors il y a d'autres arguments, par exemple des arguments épidémiologiques. Il y a un lien démontré entre les maladies auto-immunes et le risque suicidaire, mais aussi avec le traitement par interféron ou interleukine 2, euh, qui sont des traitements qui vont conduire à un risque suicidaire, une augmentation des suicidaires chez certains patients. Et puis il y a eu aussi des modèles animaux où on provoque euh, une inflammation, ça donne des états finalement dépressifs ou semblant dépressifs chez l'animal, mais aussi des études chez le sujet sain où on peut provoquer un état inflammatoire qui donne un certain nombre de symptomatologies dépressives, voire suicidaires. Alors dans cette revue, la littérature publiée par Brundin, qui est une chercheuse qui travaille maintenant aux États-Unis et qui s'est intéressée particulièrement à ces processus inflammatoires, et on voit que les différentes altérations biologiques dont on a parlé en fait sont très liées entre elles. Si vous regardez la ligne du haut, il dit voilà, il y a des facteurs proximaux, on a déjà parlé de ces facteurs proximaux dans le suicide. C'est par exemple les maladies auto-immunes, c'est par exemple les infections, alors on n'en a pas parlé, mais l'infection à toxoplasmose, Toxoplasma gondii, a été associée à un risque suicidaire élevé, mais aussi les traumatismes cérébraux, la déficience en vitamine D, et puis on a beaucoup plus parlé, ce sont les facteurs de stress psychologique. Tout ça, ça entraîne des perturbations du système inflammatoire qui eux-mêmes vont avoir un retentissement sur un certain nombre de systèmes biochimiques. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les flèches dans l'autre sens. Enfin, l'idée, c'est que le système inflammatoire va perturber l'axe HPA, hypothalamo-hypophysaire, le métabolisme des monoamines, notamment la sérotonine, et la voie de la kynurénine, qui est un système qui est impliqué dans la dégradation du tryptophane.
Donc la dégradation du tryptophane mène à deux voies et, les processus inflammatoires semblent privilégier finalement une autre voie qui passe par l'activation microgliale et peut-être par une hyperactivité glutamatergique, ce qui est très très intéressant dans l'idée d'essayer de comprendre pourquoi la kétamine, qui est un système, qui est une molécule qui a montré ses bénéfices en réduction d'idées suicidaires, on en parlera dans un autre cours, et qui agit sur le glutamate, donc dans l'idée que ça pourrait être une des explications des effets positifs de la kétamine. Voilà. Donc voilà trois systèmes biochimiques, la voie de la kynurénine, du métabolisme de la monoamine, des monoamines et de l'axe HPA qui seraient perturbés par les processus inflammatoires via, par exemple, les cytokines. Alors, un petit mot des études post-mortem dont je viens de parler. Alors, on a un peu parlé des études d'autopsie psychologique, c'est-à-dire d'aller étudier les dossiers médicaux, aller rencontrer les familles après un suicide pour essayer de comprendre sur le plan de la trajectoire de vie, sur le plan des facteurs de risque euh, de la personne décédée de suicide. Et puis, il y a quelques banques de cerveau dans le monde, dont une à l'Institut Douglas à Montréal, qui s'appelle la Douglas Bell Canada Brain Bank. Bell, c'est l'opérateur de téléphone canadien qui a financé cette banque de cerveau qui existe depuis les années 80 et qui est actuellement extrêmement active et une des plus réputées. Alors une banque de cerveau, ça nécessite évidemment beaucoup de monde. Je vous ai mis la photo, il y a une large équipe, puisqu'il y a une équipe qui doit prendre contact avec la famille pour avoir des informations, regarder les dossiers médicaux. Donc il fait tout le travail d'autopsie psychologique. Il ne suffit pas d'avoir un cerveau, il faut aussi avoir son histoire. Et puis il y a toute une équipe chargée de la conservation de ces cerveaux, vous voyez, dans des boîtes. Alors le monsieur en bas à gauche, c'est Naguib Meshawar, qui est professeur à l'université McGill et qui est responsable de cette banque de cerveau avec le professeur Gustavo Turecki. Et puis, quand il y a des études qui sont intéressées par regarder une région donnée, il faut aller extraire cette région anatomique. Alors, il y a des gens qui connaissent très très bien ça, qui vont faire des coupes de cerveau pour les remettre aux chercheurs qui vont ensuite, sur ces coupes, aller mesurer différentes choses. Alors, regarder les cellules, la taille des cellules, le nombre, et puis différents récepteurs ou différentes molécules. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est une méthodologie extrêmement compliquée, qui a évidemment ses limites. Hein. On ne voit, euh, on ne voit pas de processus actif, on voit les processus tels qu'ils se sont fixés au moment du décès. Euh, et puis, une autre limite, c'est qu'on ne peut pas étudier tout le cerveau d'un coup. Et donc, on étudie une seule région. Quand vous voyez des études faites, par exemple, sur le cortex préfrontal, en général, on a étudié une partie du cortex préfrontal, alors comme ce n'est pas une région homogène, qui a plein de fonctions, c'est intéressant d'aller bien regarder quelle région a été étudiée. Et aussi quel côté, la latéralité de la région étudiée. Alors, il y a eu beaucoup d'études, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous mènerait trop loin. Je vous renvoie à cette revue de la littérature de Pierre-Éric Lutz, qui est un chercheur français, qui est à Strasbourg maintenant, qui travaillait auparavant avec Nagui Meshawar et Gustavo Turecki à Montréal, et qui fait le point, vous voyez, qu'on a, on a retrouvé des altérations dans plein d'endroits des cerveaux de gens qui se sont suicidés, que ce soit le cortex préfrontal, le cortex antérieur singulaire, mais aussi des régions comme le locus coeruleus, l'hippocampe, l'amygdale, les noyaux du raphet, avec des perturbations de ces neuromédiateurs, hein, comme la sérotonine, des récepteurs et des transporteurs, par exemple le transporteur glutamate ou des enzymes, hein, comme la TPH dont on parlait tout à l'heure, des modifications de volume, des modifications de la densité de différentes cellules, comme les cellules gliales, des processus inflammatoires, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'études
en cours qui suggèrent finalement, si on veut résumer tout ça, que le suicide est associé à un grand nombre de modifications cellulaires et intracellulaires, mais aussi au niveau des neuromédiateurs et probablement des systèmes hormonaux qui vont affecter le fonctionnement probablement du cerveau. Donc des modifications structurelles et fonctionnelles qui touchent de, un grand nombre de régions cérébrales. On reviendra d'ailleurs sur cette idée d'altération diffuse lorsqu'on verra les études d'imagerie. Alors il y a beaucoup d'autres pistes biologiques qui sont étudiées, donc on a parlé des monoamines, on a parlé de l'axe SPA, de l'inflammation, de la voie de la cunurénine, des systèmes immunitaires, il y a aussi probablement des choses avec les allergies. Beaucoup d'études ont été faites qui ont mis en évidence un taux bas de cholestérol qui pourrait agir sur les conduites suicidaires via leur effet, un double effet passant à la fois par l'inflammation et les modifications de fonctionnement du système sérotoninergique. Le facteur neurotrophique comme le BDNF, on en a parlé aussi au cours précédent. L'ocytocine a été étudiée, les hormones sexuelles, notamment pour essayer de comprendre cet effet du sexe, avec plus de suicides chez les hommes et plus de tentatives de suicide chez les femmes. Tout le système de réponse au stress des polyamines dont je n'ai pas parlé, le système du glutamate et du GABA, notamment très réactivé à l'occasion des études sur la kétamine pour le glutamate. J'en ai un peu parlé, mais les modifications des astrocytes, des cellules gliales, la microglie, l'effet de pathogènes comme Toxoplasma gondii, et puis l'effet biologique de l'hypoxie. Il y a des études suggérant une augmentation du risque suicidaire pour les gens qui habitent en altitude. Le rôle de l'ensoleillement, je vous rappelle qu'il y a une corrélation entre ensoleillement et augmentation du suicide, qui explique en partie l'augmentation des suicides au printemps et au début de l'été, mais quels sont les mécanismes biologiques qui expliquent cela? Et puis les traumas cérébraux qui sont associés à un risque augmenté de suicide. C'est intéressant aussi de comprendre quels sont les mécanismes, alors peut-être des mécanismes cognitifs, comme nous verrons la prochaine fois, mais peut-être aussi des processus inflammatoires. Alors pour finir, évidemment, là, une tentative de modélisation, on a déjà parlé de modèles stress-diathèse, de modèles psychologiques, mais il y a aussi des modèles qui essaient d'être intégratifs. Ce modèle proposé par Gustavo Turecki dans Nature Review Neuroscience en 2014. Alors à gauche, vous avez les facteurs distaux, prédisposants, par exemple une histoire familiale, et puis donc des facteurs génétiques qui se baladent aussi dans les familles, et puis les événements de vie précoce qui vont entraîner des modifications épigénétiques, tout cela influent sur la régulation de l'expression génétique. Et ça va donc coder pour un certain nombre de protéines et entraîner finalement conduire à un certain nombre de traits émotionnels, comportementaux et de régulation d'origine développementale. Par ailleurs, il y a également des effets, des facteurs médiateurs, d'autres facteurs génétiques, d'autres facteurs épidémiologiques, par exemple, qui conduisent à une consommation chronique d'alcool ou d'autres substances. Et tout cela, à la fois la voie des abus de substances et d'alcool, mais aussi d'autres traits, vont entraîner des perturbations de traits cliniques comme l'impulsivité-agressivité ou l'anxiété, qui vont contribuer finalement à la transition des idées aux actes suicidaires. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont plus proximaux, qui vont eux aussi ou contribuer à la transition des idées aux actes ou à l'émergence d'idées suicidaires, par exemple les événements de vie qui augmentent le risque de dépression, de désespoir, de distorsion cognitive, et qui font le lit des idées suicidaires, on l'a déjà vu. Vous voyez, c'est finalement le même modèle, mais en rajoutant des facteurs biologiques, génétiques, épigénétiques qu'on vient de voir, et on aurait pu rajouter des facteurs neurocognitifs que Gustavo a oubliés dans ce modèle et dont nous parlerons à l'occasion du troisième cours. À très bientôt.